Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir le ministre de la Communication, le journaliste Rothschild François Junior. Monsieur le ministre, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole pour commenter l'actualité. Bonjour Monsieur Théodore, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Métropole. La question est d'actualité. Pas besoin de se demander de quoi on va parler. Les élections, très certainement, surtout avec la participation du Premier ministre Paul la semaine dernière à la tribune des Nations Unies, où il était question de solliciter de l'appui ou encore de l'aide des pays amis pour la réalisation des élections. Cela s'est passé comment, Monsieur le ministre ? Bon, une petite précision, c'est que la rencontre a été convoquée par l'ambassadeur de l'Uruguay auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Gonzalo Conque, ainsi que Mme Jessica Feita, qui est secrétaire générale adjoint des Nations Unies, également responsable du programme des Nations Unies pour le développement pour l'Amérique latine et la Caraïbe. Donc, ils ont sollicité cette rencontre avec les pays amis d'Haïti, ce qu'on appelle les partenaires d'Haïti, les partenaires internationaux d'Haïti. Et ça s'est déroulé au niveau du siège des Nations Unies à New York, en présence du Premier ministre Evans Paul. Et j'étais présent comme ministre de la Communication, ainsi que le ministre Fritz Jean-Louis, chargé des questions électorales, ainsi que le président du Conseil électoral provisoire, M. Aupon, Pierre-Louis Aupon. Donc, on a eu tout d'abord cette déclaration faite par Mme Sandra Honoré, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui a souligné l'importance de ces élections. Il faut dire qu'on qualifie ces élections d'historiques. On a 41 000 candidats, on aura 60 millions de bulletins. Et donc, pour souligner l'importance de ces élections pour Haïti, c'est la troisième fois qu'on aura donc un président qui va passer le pouvoir à notre président. Donc, Mme Sandra Honoré, qui a souligné que le processus électoral avance très bien en Haïti. Elle a même parlé de certaines prédictions qui avaient été faites sur certaines prévisions qui étaient erronées, qui avaient été faites en ce qui concerne la capacité du Conseil électoral provisoire ainsi que le gouvernement haïtien à faciliter la réalisation de ces élections. Et elle a souligné la question des 31,1 millions de dollars américains qui étaient manquants en ce qui concerne le financement de l'organisation des élections en Haïti. Et puis, il y a eu quand même des déclarations faites par des pays comme les États-Unis qui ont promis 9 millions, le Canada 5 millions, le Brésil 1 million supplémentaire et puis la Norvège qui a souscrit pour 400 000 dollars américains. Donc, on peut dire que la rencontre s'est bien déroulée. Et ce qui m'a frappé lors de cette rencontre, c'est que tous les pays qui ont pris la parole, ils ont reconnu, ils ont souligné la capacité du gouvernement, l'engagement pris par le gouvernement pour faciliter la réalisation de ces élections en Haïti. Donc là, des fonds ont été promis et ces fonds-là seront passés par le PNUD, par le fonds fiduciaire du PNUD pour... Oui, ces fonds qui ont été annoncés par les États-Unis, le Canada, le Brésil et la Norvège vont passer par le fonds fiduciaire qui est géré par le programme des Nations Unies pour le développement. Donc, ces promesses ont été faites par les États-Unis, le Canada, la Norvège. Il faut dire que d'autres pays ont également fait des promesses, mais ils n'ont pas mis de chiffres en ce qui concerne ces promesses. Mais tout le monde a promis l'assistance à Haïti pour que les élections puissent se tenir sans problème cette année. Alors, revenons chez nous en Haïti, où le doute persiste encore. Au niveau du gouvernement, comment vous gérez le scepticisme de certains secteurs qui, aujourd'hui encore, pensent que les élections ne vont pas avoir lieu à la date prévue, Monsieur le ministre? Bon, ce que l'on peut dire, c'est qu'au niveau du gouvernement, le Conseil électoral provisoire a donc soumis un arrêté qui a été soumis au président de la République. Ça a été publié dans le journal officiel Le Moniteur, convoquant le peuple en ses comices. Le CEP nous a soumis un calendrier électoral. Ça a été publié dans le journal officiel Le Moniteur, le décret, tout ça. Donc, le CEP... Donc on s'en tient au calendrier. On s'en tient au calendrier. Le président du Conseil électoral provisoire qui a pris la parole lors de cette réunion qui s'est déroulée au siège des Nations Unies à New York, il a réaffirmé que les élections vont se tenir donc aux dates fixées par le Conseil électoral provisoire. En tout cas, le premier tour est maintenu pour le 9 août prochain. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de problème d'argent pour l'organisation du premier tour. Donc pour Pierre-Louis Aupon, le président du Conseil électoral provisoire, les élections, le premier tour va se dérouler à la date du 9 août prochain. En parlant Rothschild François Junior, d'argent, de financement, où est-ce que l'on en est avec le financement de la campagne électorale des candidats? On parlait de 500 millions
de gourdes, évidemment, disponibles. Mais là, vous venez d'évoquer un chiffre qui fait peur. Plus de 40 000 candidats. Comment on entend s'y prendre pour gérer ce nombre élevé de candidats? Bon, ça, c'est un problème quand même très, très important, le nombre élevé de candidats. Donc, ça démontre quand même, il y a des secteurs qui disent que ça démontre la vitalité de la démocratie en Haïti. Tout le monde veut se porter candidat à des postes électifs. Mais au niveau du gouvernement, on est en train de gérer le dossier. Il y a un mécanisme qu'on essaie de mettre en place avec le CEP et des annonces seront faites incessamment par le Premier ministre Evans Paul, par le gouvernement et le Conseil électoral provisoire sur la façon dont ces fonds seront décaissés donc, au bénéfice des partis politiques et des candidats à l'occasion de ces élections. N'oubliez pas quand même ces 500 millions de gourdes donc, qui ont été prévus dans le budget de cette année. Et c'est l'argent du contribuable haïtien. Il faut que cet argent soit bien dépensé. Donc il y a un mécanisme qui est en cours d'élaboration et des annonces seront faites à ce sujet cette semaine. Donc personne ne sait combien chaque parti aura, comment le gâteau sera réparti. Non, on ne sait pas encore, mais le mécanisme, on est en train d'élaborer. Donc des annonces seront faites cette semaine sur la question du financement. Donc ces 500 millions de gourdes, comment on va les répartir pour le financement de la campagne électorale. La question de la sécurité, que peut dire le gouvernement aujourd'hui? Bon, la police nationale, moi j'ai parlé personnellement au directeur de la police nationale, Godson Aurelius. Il a confirmé que le plan de sécurité pour les élections est pratiquement élaboré, avec bien sûr l'appui de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Justement, cette question a été évoquée au siège des Nations Unies à New York par les pays, notamment le Canada, qui a salué le rôle important que joue maintenant la police nationale qui était appelée à jouer un rôle très important dans le cadre de la sécurité des prochaines compétitions électorales. Donc la MINUSTAH a promis d'accompagner la police nationale, de supporter la police nationale à l'occasion de ces élections et la police nationale est confiante. Le plan est déjà élaboré par la PNH. Mais ce que nous disons toujours, c'est que pour réussir des élections, pour avoir des élections, il faut un climat de paix. Il faut que la campagne électorale puisse se dérouler de manière sereine et il faut une bataille d'idées et non de la violence. La violence n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Donc il faut vraiment une bataille d'idées dans le cadre de cette campagne électorale pour que les élections puissent se dérouler normalement. En clair, tout un chacun a sa partition à jouer, mais nous, au niveau du gouvernement, on va jouer notre partition pour que ces élections puissent se tenir. On constate une certaine, je dirais, absence, en quelque sorte, de fièvre électorale jusque-là, alors qu'on promet de sécuriser le processus électoral, et là, vous venez encore d'en parler, Rothschild François Junior. La police et la MINUSTAH tentent de faire le travail pour rassurer les sceptiques. Les promesses de fonds ou encore de financement de la campagne vont être tenues. Pourquoi, jusque-là, certains gens estiment qu'on n'est même pas encore à un frisson électoral, alors que dans peut-être 2 semaines, les élections vont se dérouler? Bon, ça, quand même, c'est une question qu'on devrait peut-être poser aux candidats, mais c'est aux candidats de mettre un peu de piment dans cette campagne électorale. C'est aux candidats d'alerter la foule, de susciter la présence de foules importantes dans le cadre de leurs meetings électoraux. Donc, mais nous, on joue notre partition, la police est présente dans le cadre de ces meetings électoraux et le gouvernement réaffirme encore une fois son engagement à faciliter la réalisation de ces élections. Est-ce que le gouvernement n'a pas un rôle à jouer aussi? Il n'est pas uniquement question de convoquer le peuple en ses comices, mais il faut aussi l'inciter, il faut aussi l'accompagner dans cette démarche. Bon, il y a quand même des campagnes de sensibilisation qui sont actuellement menées. Il faut dire aussi qu'il y a quand même des fonds qui sont prévus au niveau des instances internationales pour appuyer le processus électoral à ce niveau-là. Mais je pense que la population est bien ébue de ce qui se passe. La population est bien ébue des candidats. Donc, il revient maintenant aux candidats de vendre leur programme auprès des électeurs. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça devrait arriver. Qu'est-ce que vous diriez, monsieur le ministre, aux acteurs, quand on sait déjà, ou encore aujourd'hui, dans certaines régions du pays, écoute, il y a déjà de la violence, il y a des gens qui sont attaqués par des partisans d'autres candidats, etc. Donc cela se fait dans certaines régions du pays. Je me garde de vous dire exactement où cela s'est passé, mais c'est un fait. Il y a des exemples en ce sens. Qu'est-ce que le gouvernement peut aujourd'hui dire aux
au secteur qui croient encore que la violence peut être utilisée pour faire une campagne, pour faire campagne ou pour mener bonne campagne? Bon, tout d'abord, la première chose, c'est que la police nationale va assumer ses responsabilités jusqu'au bout pour que ces individus qui essayent quand même de perturber le processus électoral via des actes de violence soient mis hors d'état de nuire. Mais l'appel que le gouvernement souhaite lancer à tous les candidats, il faut que, comme je le disais tout à l'heure, il faut une bataille d'idées. On est en campagne électorale, il faut défendre son point de vue, présenter son programme, essayer de démonter le programme de l'autre, mais il faut vendre son programme auprès des électeurs. Mais il ne faut pas recourir à la violence pour essayer de remporter les élections. La police nationale va assumer ses responsabilités. Voilà pourquoi nous demandons aux partis politiques, nous demandons aux candidats et à tous les postes sélectifs vraiment de jouer le jeu, donc de respecter les règles du jeu démocratique pour que les élections puissent se dérouler de manière libre, honnête, démocratique, sans recourir à la violence pour faire passer son message auprès des électeurs. Merci. Monsieur le ministre Rochil François Junior, on va observer la pause et au retour, on va probablement revenir sur les élections, mais on va aussi aborder le chapitre des migrants ou encore des rapatriés, à combien on en est aujourd'hui, mais cela se fera tout de suite après la courte pause. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre de la Communication, monsieur Rothschild François Junior. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans Maché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, Maché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans Maché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Tia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, avec Titoni, en gros en détail, et bon prix, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans Maché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits n'ont pas expiré, Maché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Vren Maché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On nous signale du grabuge du côté de Carrefour. La route est bloquée selon notre collaboratrice Myriam qui est sur place. On n'a pas trop de détails sur les raisons qui ont poussé les riverains à agir de la sorte. En tout cas, on suit de près cette situation et certaines gens souhaitent aussi une intervention de la police. Monsieur le ministre, encore une fois, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et pour le secteur, qu'est-ce qui est envisagé? Qu'est-ce que vous comptez faire pour permettre aux journalistes d'exercer le métier à l'occasion des élections, d'avoir accès à certaines informations notamment? Bon,
Moi, je suis disponible quand même pour les informations gouvernementales. Je vois que le CEP a un porte-parole et organise des conférences de presse régulièrement. Donc, je pense que la presse est informée de ce qui se passe. Nous, au niveau du ministère de la Communication, ce qu'on a fait, on a réalisé plusieurs séminaires de formation à l'intention des journalistes. On a commencé à Jacmel, on est passé par le Cap-Haïtien, on a été au Gonaïve, on a été dans le plateau central. Ce week-end, on devrait se rendre à Jérémie. Donc, on essaye avec des journalistes seniors de réaliser des séminaires de formation au bénéfice des journalistes des différentes villes de province sur la couverture électorale. Et je crois que ça s'est très bien passé jusqu'à date et les journalistes sont sortis satisfaits de ces séminaires de formation qu'on a réalisés sur la couverture électorale à l'occasion, bien sûr, des élections qui vont se tenir, donc le premier tour, le 9 août prochain. Je dis à une petite distance par rapport à ce secteur, qui ont lié, qui ont secteur a évolué en toute objectivité, M. Rothschild-François Junior. Non, distance, moi, ministre, mais quand même, je toujours en contact avec tous les journalistes. Et chaque monde, quand il me respecte les règles du jeu, ça veut dire que, moi, c'est ministre, mais toujours en contact avec tous les journalistes, qui sont toujours amis, toujours parler ensemble avec eux. Et moi, que, on n'a pas avancé. Ça, moi, toujours souhaité que, nous, nous prenons une pression très au sérieux, et jeunes, notamment, nous parlons avec eux. Nous disons pour faire études, pour travailler et pour faire travail avec professionnalistes parce que c'est extrêmement important. Et moi, toujours prendre des exemples de des journalistes qui, quand même, étaient des journalistes modèles. On suit ça, donc pour nous capable réussir. Parce que c'est pour un travail qui est facile, être journaliste. Et moi-même, quand je m'a parlé là, son salle, que c'était ça les nouvelles. Donc, mais tu travailles en pile. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille en pile pour capable arriver. Est-ce que je dis, vous voulez dire, journalistes, que suivez-vous comme modèle côté reporter et vous êtes un présentateur vedette ou montez directeur salle des nouvelles, directeur information dans la métropole. Je dis au ministre, est-ce que vous pensez que tout journaliste dans le pays est capable de gagner la même chance avec Rothschild-François Junior? Bon, moi, nous sommes qui humbles, je ne vais pas parler de tête, mais même qu'il y a l'autre modèle, je dis, en Haïti, et des journalistes qui réussissent, et pas sur le plan financier seulement, mais des journalistes qui étaient des modèles. Même des journalistes que moi, ce n'est pas réussite économique, mais là, moi, quand même, c'est respect des gens qui étaient professeurs, ou bien qui étaient aidés, l'homme qu'on a prouvé conférence de presse, qui était Québec, moi, comme si l'homme qui a fait un reportage avant me dire, mon cher, et me sauter un reportage là, qui, en gros, capable de définir. Mais il était avancé par ça. Il dit, mon cher, mais on s'est prioriser. Et je crois que c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui, pour qu'on transfère de compétences entre les journalistes seniors et journalistes de jeunes journalistes, pour nous capables de vivre. En tout cas, il faut écraser bête, il faut travailler en pile, parce que c'est un métier qui met un peu de sacrifice. Qu'est-ce que tu as dû faire d'abord même pour que le métier soit capable mieux perçu par les citoyens eux-mêmes? Pour comprendre le journaliste plus et qui s'acte de fait pour nous capables d'inspirer confiance davantage. Confiance et respect. Oui, moi je crois que c'est ça. Moi je crois que il y a plus de journalistes que toute société a respecté. Et je crois que les jeunes sont capables de suivre l'exemple journaliste pour faire que respecter tous les journalistes en général. Et je crois que c'est extrêmement important. Donc, il faut qu'on travaille, il faut qu'on comportement. Le comportement est extrêmement important. Tout. Et parce que on a bonne information, c'est parce que le connaît mon cher Mbaba dit, c'est un tel qui m'a information. Donc, il connaît que m'a protégé souci, il fait un minimum de confiance. Donc, moi, je crois que c'est ça pour les journalistes arriver aujourd'hui et travailler en pile pour venir de plus en plus professionnel. Et moi, quand pile jeune, quand même, m'a parlé avec eux, leur poser des questions. Moi, quand pile l'avenir, moi, je souhaite que continuer à se lancer ça et pour nous capables d'avancer. République dominicaine, je dis à qui j'en sais, est-ce que le rapatriement a continué? Combien de monde est déjà envoyé par nous? Par contre, si vous avez des détails sur le nombre de monde qui a décidé de retourner de manière volontaire, entre guillemets, selon sa autorité, fait comment? Qui est des nouvelles qu'on gagne sur la République dominicaine? Bon, concernant le dossier rapatriement, c'est que bon, chiffre baissé en pile. Je parlé avec le ministre Ariel Henry qui est porteur de dossier ça au niveau du gouvernement à l'heure. On a parlé de 400 personnes qui ont privé par jour, alors que le premier jour, nous avons plus que 7000 personnes qui étaient arrivées sur nous. Après, nous avons 1000, 2000, 3000, etc. Donc, le chiffre a baissé, les gens qui ont entré au niveau de la frontière. Mais nous-mêmes, on a continué à préparer nous ce dossier ça, parce que nous ne connaissons pas qui ça va passer. Et ça, nous toujours demandé au niveau de la République dominicaine. Nous-mêmes, nous toujours été ouverts au dialogue. Vous connaissez que OEA, Organisation État américaine, était en mission en Haïti, qui était rencontré nous-mêmes dans le palais national avec le président, le premier ministre qui était là. Et donc, nous-mêmes, nous disons que
Ça nous demande une renégociation, nous demande pour revisiter le protocole d'accord sur le rapatriement. Parce que si on ne pas reviser, il pose un problème. Dans la mesure où nous ne connaissons pas combien de monde qui a envoyé, jusqu'à date, personne ne connaît combien de monde qui a envoyé, qui a envoyé, à qui le a envoyé. Regardez ça qui est passé sous frontière là. Nous sommes obligés à chercher les gens sous frontière là vers minuit. Même avec le Premier ministre Evans Paul, avec le ministre Ariel Henry et puis l'autre autorité dans le gouvernement. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. C'est ça nous met de la République dominicaine. Nous met pour renégocier pour un protocole de rapatriement. Et nous souhaitons qu'il y ait 2 ports pour que nous soyons capables d'entrer, à savoir Malpass et Ouanamet, qui permettent que le gouvernement soit capable de mobiliser toutes les ressources dans la zone pour capable accueillir, rapatrier. C'est ça nous met de la République dominicaine. Monsieur le ministre, je vais profiter de l'explication pour me retourner sur ce point ça ensemble avec vous justement. Et l'ambassadeur dominicain en poste en Haïti, Ruben Silier Valdez, était là, avait intervenu. J'étais estimé que, en fait, tu as posé peut-être les questions sur ces 21 personnes qui étaient arrivées sur la frontière. Là. Je dis que il n'y a aucune référence. L'autorité pays ne dit pas au courant. Et bien que je m'ai insisté pour me dire attention, une plus haute autorité dans le pays a fait des déplacements dans le SAP pour l'accueil. Mais elle te dit que pas de détails, pas de précision, pas d'adresse, rien du tout, aucune information du côté de la République dominicaine en ce qui concerne ces gens qui sont arrivés sur la frontière, là, que nous avons une délégation gouvernementale à l'accueil. Qui précision qu'on est capable de ce côté-là? Précision, c'est que nous sommes arrivés sur la frontière là et alerté nous-mêmes au niveau du gouvernement. Le Premier ministre Evans Paul dit on descend sur la frontière. Moi, je descends avec le Premier ministre Evans Paul, le ministre Ariel Henry, le directeur FAES qui était là, M. Ronsa Saint-Cyr, et le directeur général du ministère de l'Intérieur. Nous descendons sur la frontière à Aljon Mounio. Et si nous si auditeurs ou bien téléspectateurs sont capables de toute information, et moi-même, moi, tout en pile, vers 1h du matin, je fais un tweet à partir de la frontière. On ne peut pas inventer des tweets. Moi, je fais un tweet pour me dire que même mon devant là, moi, je prends une photo, je montrer ça. Le monde entier est capable d'accès à elle. Et si vous avez besoin d'informations, capable de monter sur le site ministère là, communication.gouv.ht ou après document qui été réalisé côté moun a parlé des petits bébés en bas âge que nous jeunes sous frontière dans ça. Donc on va mettre une polémique, c'est-à-dire que nous pas capable aller sur frontière à minuit pour faire un montage pareil. Donc ça veut dire que nous-mêmes nous étions sur frontière là vraiment nous accueillir 21 personnes dont des enfants en bas âge, des petits bébés, des nourrissons ça me qui étaient dans des conditions critiques. Et c'est visible. Communication.gouv.ht ou bien sur le site primature là ou rapport au reportage qui était réalisé dans ce sens-là. En clair, nous-mêmes, ça nous dit, nous avons toujours été ouverts au dialogue avec la République dominicaine et nous saluons quand même toute démarche qu'a fait au niveau de l'Organisation des États américains. Nous demandons pour qu'on protocole de rapatriement. Et ça aide nous, c'est normal parce que ça empêche que violer les droits mondiaux. C'est ça nous besoin aujourd'hui. Une renégociation de protocole de rapatriement qui est en 1999 là, pour nous connaître l'autre protocole d'accord pour nous connaître combien on y a envoyé. Qui est-ce qui a envoyé, à qui le a envoyé, pour nous capables prendre disposition au niveau mais je dis là, est-ce que nous parlons pour nous accueillir? Parce que nous entendons l'autre autorité, l'autre collègue, ils n'ont pas décidé d'accueillir des Dominicains dénationalisés, mais tout petit pays, ils n'ont pas répondre. Si je dis, après échéance moratoire, là, la République dominicaine t'a dit que ça, ok, pas un problème, donc on a commencé à rentrer. Tout haïtien qui est en situation irrégulière, on a commencé à voir. Est-ce que nous parlons pour nous recevoir? Mais c'est ça le problème. Comment on est capable d'identifier? Ou pas identifier parce que pôle noir, on dit que c'est haïtien lié. C'est ça le problème. Nous demandons pour des mécanismes très clairs qui sont capables d'aider nous gérer la question ça. Voilà pourquoi que nous-mêmes, nous prêts pour dialoguer avec la République dominicaine et nous insistons encore une fois pour un protocole de rapatriement. Parce que ce n'est pas au pas qu'à identifier, on dit, bon, monsieur noir, monsieur sont haïtiens liés. Donc, sous qui base, on va dire ça. Donc, c'est ça le problème. Nous-mêmes, nous voulons connaître qui est-ce qui a avoué, combien de gens ont avoué et qui l'a avoué. En nous, structure d'accueil, qui ça nous fait déjà pour accueillir Mounsaïos, c'est d'aventure. Dominicain, on a dit que, l'autorité dominicaine, on a dit que nous avons retourné quand même. Parce que jusqu'à présent, rien n'est clair, rien n'est encore défini. Par contre, qui quantité vous prenez, vous voyez, et qui leur a commencé. Exactement. Qui ça nous fait nous-mêmes, qui ça nous fait pour nous. Ça me dit, bon, pendant la période, il y a un pile préparatif qui est fait au niveau du ministère intérieur, au niveau de la protection civile. Il y a quand même des organisations internationales, des ONG locales, les membres de la société civile qui a accompagné nous dans le cadre d'initiative. Et les gens qui viennent déjà, puis il faut retourner dans le lieu d'origine et nous prenons une sorte d'identification que nous faisons, nous qui zone que et puis il y a des programmes qu'on a essayé de mettre sur pied, des programmes de réinsertion économique
économique, notamment pour les agriculteurs, parce que grand pile qui travaille dans le secteur agricole en République dominicaine, nous croyons que nous sommes capables d'utiliser l'expertise pour faire le travail dans le secteur agricole là, dans le moment côté, nous avons parlé en pile de relance de la production nationale. Donc nous-mêmes, nous préparons très sérieusement au niveau du gouvernement sur 2 paliers. Sur le plan diplomatique, nous-mêmes nous parlons pour continuer le dialogue là avec la République dominicaine, mais nous insistons encore une fois sur la question de renégociation protocole de rapatriement qui va permettre nous capables de gérer la question. Est-ce que nous prenons des dispositions pour passer au pays fin, pour screening de monde, parce que grand pile haïtien qui, je dis, a des préoccupations par rapport à la possibilité pour que tu aies des repris de justice que tu as, voyez, bah, nous tous, haïtiens ou non. Qu'est-ce que le gouvernement entend faire en termes de structure d'accueil et possibilité de passer au pays fin ces personnes? Bon, on travaille très sérieusement sur la question ça, mais justement, c'est tous ces problèmes que nous voulons résoudre sur la question de rapatriement. Ce n'est pas dit que nous ne pouvons pas recevoir des migrants haïtiens qui sont en situation irrégulière en République dominicaine. Nous ne pas dit ça. Mais nous disons qu'on chita ensemble pour nous capables de définir aussi de mécanismes pour éviter que des problèmes ou crise humanitaire dans le pays, un problème de sécurité. Parce que nous ne savons pas qui soit voué en Haïti. Est-ce que c'est des repris de justice? Est-ce que c'est personne ne connaît qui est souillé? Voilà pourquoi que nous-mêmes nous insistons encore une fois pour que nous renégocions le protocole de rapatriement pour capable faire mécanisme rouler, j'ai habitué rouler pour respect de tout règlement international en la matière. La semaine dernière, M. Edwin Parison, qui est un ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et qui a dirigé une organisation, M. est intervenu sur Métropole pour le faire état d'une demande que le secrétariat de la présidence dominicaine a formulée. Il estimait que l'autorité pays d'Haïti a insulté en quelque sorte la République dominicaine. Et lorsque nous dit que yo a violé droit haïtien, il a violé droit monde, et que monsieur dit il y a tant des excuses de la part d'Haïti, de la part du gouvernement haïtien. 1. Comment on a accueilli l'information ça? 2. Est-ce que nous avons fait excuse, monsieur le ministre? Bon, c'est qu'au niveau du gouvernement, nous-mêmes, tout ça nous dit, nous pouvons, nous, ça qui est passé au niveau de l'OEA, des insultes qui à l'ambassadeur, nous, etc., dit que ça n'a pas correct, il faut qu'on parle de dénigrement. Nous-mêmes, nous ne pas arriver à un niveau ça. Nous pas arriver à un niveau ça, et nous-mêmes, position très claire. Nous demandons pour capable renégocier le protocole de rapatriement en 1999. Là. Donc, le gouvernement dominicain a parlé, a fait des déclarations, mais nous-mêmes, nous étions. Ça nous demande, c'est que nous demandons pour renégocier le protocole de rapatriement, parce que c'est ça pour capable respecter les règles du jeu. Les règles du jeu, ça me paraît internationaux en la matière, parce que il n'est pas normal qu'il faut règles respectées. Il y a une situation internationale qui, de façon que gérer la question de rapatriement. Donc il faut que les règles soient respectées. C'est ça nous-mêmes nous dit au niveau du gouvernement. Excuse là? Non, il y a, bon, pour ça, pour me dire, excusez-moi, si je ne dis pas qui pas vérité. Tout ça nous dit, nous mesurons avant de nous dire. Donc, il n'en est pas question. Non, mais comment on va faire pour me faire excuser alors que je ne dis des mots déplacés? Non, alors. non, c'est un exemple. Moi, je veux dire que je ne peux pas excuser. Leur excuse montre très grand quand même. Mais nous-mêmes, jusqu'à présent, nous croyons que nous avons droit, ça nous dit correct auprès en ce qui concerne la République dominicaine. Rothschild François Junior, pendant toute semaine dernière, tu as eu une petite préoccupation en pile haïtiens, entrepreneurs, et vis-à-vis de dollars là, qui a monté. Intervention gouverneur, pardon, es de nature à rassurer, mais dis-nous, le gouvernement n'a pas des annonces particulières par rapport au coût de la vie et autres qui découlaient de Goudlan qui a dégringolé. Bon, le gouvernement est quand même très conscient de la situation qui a déroulé aujourd'hui au niveau de la dépréciation de la goutte par rapport au dollar. Et nous voyons que le Banque centrale qui gère les questions de taux de change fait des annonces. Le gouvernement Banque centrale en a parlé la semaine dernière, donc annoncé des mesures pour essayer de pallier la situation. Donc nous-mêmes au niveau du gouvernement, nous attendons de effets et décisions ça, mais nous connaissons que le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et des Finances, collègue Wilson Lalo a travaillé très sérieusement au niveau du gouvernement sur question ça. Nous n'avons pas été quand même insensibles à la question dollar. Je dis, qui plus gros défi le gouvernement senti que l'a fait face à lui?
Bon, il y a un défi quand même très important, c'est la question des élections, parce que c'est il y a un mandat qu'on gagne, c'est pour faciliter la réalisation de ces élections en Haïti. Et jusqu'à présent, et moi-même, je soutiens les Nations Unies là, et moi que toute communauté internationale là reconnaît que le gouvernement engagé pour capable créer bonnes conditions pour que l'élection arrive faite en Haïti. Je salue le président de la République, son Excellence Michel Martelly, le Premier ministre Evans Paul, à l'ensemble du gouvernement pour le travail que nous réalisons jusqu'à date. Et je salue le fait que le gouvernement mettait, l'État haïtien mettait main dans la poche tout pour mettre comme sous table pour capable réaliser l'élection. Donc ça montre une détermination sans faille de la part du gouvernement pour réaliser ces élections, qui c'est un défi majeur que nous gagnons aujourd'hui et nous travaillons très sérieusement pour que l'élection arrive réalisée dans le pays. Donc ça, c'est les mêmes qui plus gros défi, nous, c'est priorité, nous, ça, c'est mandat et Premier ministre Evans Paul. C'est pratiquement un mandat que le gouvernement a gagné. Bien sûr, que la continuité de l'État. Il y a un travail qui a commencé, que nous recommençons avec eux. On a travaillé des buildings qui étaient campés, travail recommencé. Et donc, il y a des dossiers prioritaires pour le président de la République inaugurés avant que les finis mandat. Donc, le travail ne sera pas avancé. Mais question élection, vraiment, c'est la question majeure. Travail, justement, monsieur le ministre, il y a un pile haïtien qui a observé aujourd'hui. Tu as l'impression que le pays n'a pas un grand chantier tant qu'on janvier au cours pendant l'année 2014. Qui ça qui explique ça? Pour que ça pas un chantier à gauche et à droite encore, même gens, après le monde est capable de aller. Si il y a quelques travaux qui n'ont pas avancé, mais on a l'impression que c'est lentement. Bon, comme on connaît des problèmes avec certaines compagnies qui ont réalisé des projets, il y a une question de Petro-Caribé, c'est une disponibilité financière, pas peut-être même gens, je dis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du ministère de la Planification, il y a un travail qui a fait avec des firmes pour être capable de reprendre le travail. Il y a des buildings majeurs pour capable de travail reprendre et donc pour être capable d'inaugurer par le président de la République avant la fin de son mandat. Donc, il y a un travail qui a pour commencer et il y a des mises en place qui ont fait au niveau du ministère de la Planification avec les firmes qui étaient responsables du projet. Donc, nous avons dit que pour commencer à bouger pour que le travail recommence, il y a un travail qui a recommencé pour être capable d'inaugurer par le président de la République. Merci, monsieur le ministre. Rothschild François Junior, journaliste et ancien directeur de formation à Métropole. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. À vous aussi, Wendell, et à tous les auditeurs et téléspectatrices de Radio Télé Métropole. C'est un plaisir. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, le ministre de la Communication, monsieur Rothschild François Junior. Merci de votre intérêt, merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel.